Merci Laurent Wauquiez d'être sur le plateau de 12-13 dimanche. La campagne des élections régionales en Rhône-Alpes, Auvergne, où vous portez les couleurs du parti Nicolas Sarkozy, mais aussi des centristes, vous nous l'avez dit, vous éloigne en ce moment un petit peu des affaires des Républicains, mais vu le contexte, c'est peut-être pas plus mal pour vous. Alors que pourtant, vous êtes toujours le numéro 3 du parti au poste de secrétaire général. D'ailleurs, si vous gagnez les élections régionales, est-ce que vous conservez cette responsabilité ? Je l'ai dit très simplement. Si les gens me font confiance dans ma région, je serai amené à laisser mon poste de maire. Par contre, je veux que le président de la région Rhône-Alpes-Auvergne soit capable de relayer les sujets de notre région au niveau national. Donc vous restez au parti. Et je pense que c'est important qu'on n'ait pas que des responsables nationaux qui font les discours sous les plafonds dorés à Paris, mais qui ne sont pas confrontés aux réalités de terrain. On a besoin de politique de terrain. Donc vous voulez rester dans l'organigramme des Républicains si vous gagnez l'élection en Rhône-Alpes-Auvergne. Je veux surtout continuer à défendre mes idées, des idées de bon sens. Mais dans le parti, dites-moi, oui ou non ? Bien sûr. Oui, d'accord. Je l'ai dit clairement. Alors en tout cas, chez les Républicains ex-UMP, il y a en tout cas du travail. Il y a l'affaire Morano qui a créé un psychodrame qui risque de faire des ravages dans votre camp. On va y revenir un peu plus tard. On aura le temps d'en parler au cours de l'émission. Mais pour débuter, l'image de la semaine, c'est Angela Merkel et François Hollande côte à côte au Parlement européen pour montrer le visage d'une Europe unie face à la crise des migrants. Le couple franco-allemand qui, malgré les divergences politiques ou économiques, est uni. Ça vous rassure, cette image ? Non, parce que ce couple, c'est un couple qui est déséquilibré. Dans ce couple, il y a une personne qui défend les intérêts de son pays et il y a l'autre qui ne défend pas suffisamment, à mon goût, les intérêts de la France. Si on prend un sujet, l'immigration, l'Allemagne a une faible démographie. Elle a une forte croissance économique. Donc elle peut se permettre d'accueillir des nombreux réfugiés. Et c'est la position qu'a défendue Angela Merkel. La France a une forte démographie et une faible croissance économique. On n'a pas la possibilité d'accueillir énormément de réfugiés. Alors, est-ce que vous diriez que c'était mieux avant le couple Nicolas Sarkozy-Angela Merkel ? Je pense qu'en tout cas, avant, il y avait une France dont on sentait qu'elle défendait ses intérêts fortement. Et on l'avait senti au moment de la crise de l'euro, où Nicolas Sarkozy avait été amené à faire évoluer Angela Merkel sur plusieurs sujets. Aujourd'hui, ce qui me gêne, c'est que je n'ai plus ce sentiment que la France défend avec suffisamment de conviction et de force ses intérêts. Alors c'est intéressant parce que le même jour, il y a Marine Le Pen qui s'en est pris ou qui a interpellé le président de la République au Parlement européen. On va le voir. Merci, Madame Merkel, de nous faire le plaisir de venir aujourd'hui avec votre vice-chancelier, administrateur de la province France. L'intérêt de la France, ce n'est pas de se soumettre aveuglément à une politique décidée à Berlin, Bruxelles ou à Washington. Son intérêt et votre devoir, c'est de défendre sa souveraineté. La souveraineté européenne, c'est être capable de décider pour nous-mêmes et d'éviter que ce soit le retour aux nationalistes, aux populistes, aux extrémistes qui nous imposent aujourd'hui d'aller dans un chemin que nous n'avons pas voulu. Laurent Wauquiez, vous disiez tout à l'heure que vous ne voyez pas en François Hollande celui qui défend assez les intérêts de la France. Mais finalement, ce que dit Marine Le Pen, c'est la même chose, mais avec son style à elle. Il y a une première chose qui me gêne. Où est-ce qu'elle le fait ? Elle le fait au Parlement européen. Et c'était pas là qu'il fallait le faire. Elle le fait devant tous les autres pays. Et donc l'image qu'elle donne, c'est une image dans laquelle les Français se déchirent entre eux. Et quand la France se déchire entre elle, c'est les autres pays qui se moquent de nous. On ne fait pas ça dans une instance internationale. Mais sur le fond ? C'est la première chose. Sur le fond, quelle est ma vraie divergence ? C'est que moi, je n'accuse pas Angela Merkel de défendre ses intérêts. Ce que je reproche à M. Hollande, c'est de ne pas défendre les siens. Oui, mais est-ce que c'est pas ce que dit Marine Le Pen aussi, avec son style à elle ? Ce que dit Marine Le Pen, c'est qu'elle dit au fond, Angela Merkel nous dicte ses volontés. Moi, ce que je dis, Angela Merkel défend ses intérêts. Et c'est le président de la République français qui manque de pugnacité, qui manque d'audace et de détermination. C'est la première chose. La deuxième chose qui est fondamentalement différente, ce que Marine Le Pen propose, c'est le repli national. C'est la France tournée sur elle-même. Je pense que par rapport à des pays mondes comme les États-Unis ou la Chine, c'est une impasse. Alors on se souvient qu'ici même, vous aviez défendu il y a quelques mois une Europe à 6. Vous savez, une Europe qui recréerait des frontières à l'intérieur de l'Europe pour faire des Europes à plusieurs vitesses selon les pays qui veulent avancer, ceux qui veulent avancer moins vite. Est-ce que vous considérez, vous, comme un souverainiste ? Pour moi, c'est des catégories qui sont complètement dépassées. Et je vais l'expliquer avec ce débat où on voit très bien Marine Le Pen et François Hollande. Les deux ont tort. Marine Le Pen, avec le repli national, elle a tort. Ça n'est pas une voie d'avenir. François Hollande, qui défend le souverainisme européen en disant l'Europe à 28, c'est merveilleux, il a tort. Ce que nous, on doit proposer, c'est dire l'Europe, il faut s'appuyer dessus, mais elle doit changer. L'Europe à 28, ça ne marche pas.
L'Europe des travailleurs détachés, ça ne fonctionne plus. Mais est-ce que le souverainisme, c'est un vilain mot? Non, bien sûr Parce que non. qu'il a lié le président de la moi, République à déclinisme. Mais moi, ce que je veux, c'est adosser le souverainisme sur le bouclier européen. Mais une Europe qui marche. Ça veut dire pour moi une Europe où on fait un noyau dur avec moins de pays qui travaillent vraiment ensemble et autour, une Europe plus large dans laquelle on fait juste des échanges économiques. Donc vous êtes un souverainiste européen. Donc je suis un souverainiste européen et c'est très différent. C'est-à-dire, je crois que pour défendre la souveraineté de la France, il faut l'adosser sur une Europe qui marche. Ça veut dire que je veux qu'on change l'Europe et qu'on lui redonne du muscle. Ce qui me gêne aujourd'hui dans l'Europe, c'est qu'elle a perdu du muscle. On va en venir maintenant au climat social en France qui se tend. Le fameux dialogue social est-il en train de devenir un dialogue de sourds qu'on peut illustrer par deux images, hein. C'est le DRH d'Air France pris à partie et puis une employée de la compagnie qui interpelle la direction et elle n'obtient pas de réponse. Vous allez voir ces séquences. Des efforts, 4 ans sans rien. Et c'est nous qui trinquons. Moi je touche 1800 euros. C'est ça qui ruine Air France. De toi, lui. C'est ça qui ruine Air France. On n'est pas venu chercher le conflit, messieurs. On est venu discuter, on voudrait avoir un dialogue cohérent. On voudrait avoir un dialogue cohérent, c'est tout. Voilà, alors Laurent Wauquiez, il y a un sondage IFOP Sud-Ouest qui indique qu'une majorité de Français disent comprendre la violence tout en la condamnant. Vous, qu'est-ce que vous dites quand vous voyez ces images-là? D'abord, ce que je dis, c'est que la violence est injustifiable. C'est la première chose. Rien ne justifie ces images d'un cadre harcelé avec sa chemise déchirée. La deuxième chose qui me marque énormément, et vous avez raison de montrer cette image, c'est le discours de cette hôtesse qui gagne 1 700 euros. Et le discours de cette hôtesse, pour moi, il résume tout ce qu'est le problème de la France. Et le problème d'Air France. On décourage la France qui travaille. Et le problème de cette hôtesse, c'est pas elle qui fait les problèmes d'Air France. Ce qui tue Air France aujourd'hui, c'est les charges, c'est les impôts, c'est les contraintes avec lesquels on est en train d'asphyxier la France qui travaille. Cependant, Air France fait partie des grosses entreprises qui ont beaucoup bénéficié du CICE, le fameux contrat compétitivité. Donc on ne peut pas dire non plus que ce soit les plus à plaindre. Si vous prenez cette hôtesse et que vous regardez sur son salaire, qu'est-ce qu'il lui reste à la fin du mois, une fois qu'elle a enlevé tous ses impôts? Il ne lui reste pas grand-chose. Si vous prenez Air France et que vous regardez tous les impôts qui pèsent dessus, à la différence d'autres compagnies européennes, Air France est pénalisée. Et ce qui me gêne surtout, c'est où est le gouvernement. Le gouvernement a 17% de l'actionnariat d'Air France. On assiste à la chute de nos fleurons industriels les uns après les autres. Alstom, Areva qui est en difficulté, PSA racheté par les Chinois. Combien faut-il qu'il y ait de chutes de fleurons industriels pour que le gouvernement réagisse et comprenne qu'avec tous les impôts qui pèsent, aussi bien sur Air France que sur l'hôtesse de l'air, on tue l'emploi. Cela dit, Manuel Valls est allé soutenir la direction. Il a bien fait de le faire? Mais est-ce qu'il a bien fait de le faire? Ce qui me dérange, c'est qu'il soutient la direction. Mais moi, je n'attends pas uniquement qu'il soutienne la direction. J'attends qu'il dise « j'ai compris ». J'ai compris qu'on était en train de tuer Air France avec tous les impôts qu'ils ont rajoutés depuis 3 ans. J'ai compris qu'on était en train de décourager cette hôtesse de l'air à laquelle on a mis des impôts supplémentaires. Et donc, au fond, le problème, il est commun à Air France et à l'hôtesse de l'air. Ce problème, c'est la France qui travaille, qu'on asphyxie dans notre pays. Alors, il y a aussi un autre acteur dans ce dossier, c'est quand même le patron d'Air France, Alexandre de Juniac. Il a été nommé à la tête de la compagnie en 2011 par Nicolas Sarkozy et conforté dans ses fonctions par l'actuel gouvernement. Pourquoi, à l'époque, il n'a pas vu la nécessité de faire les restructurations qu'il veut faire maintenant, alors que les compagnies européennes étaient en train de le faire quand il est arrivé à la tête d'Air France? Pardon, mais il avait déjà commencé. Et quand il a commencé, sauf que les autres allaient plus vite. Quand il a commencé à prendre les rênes d'Air France, il a déjà commencé à faire le travail. Mais la différence, c'est que Air France, on lui a mis des boulets aux pieds. Et le poids... tous les gouvernements au total. Oui, mais ça c'est considérablement... Tous les gouvernements, pas seulement ce gouvernement-là. Bien sûr, et je suis le premier à reconnaître, y compris les erreurs que nous, on a pu commettre. Mais en France, on tue l'emploi et on tue nos entreprises. Et donc il ne faut pas aller chercher des boucs émissaires. Le bouc émissaire, ce n'est pas Alexandre de Juniac, ce n'est pas l'hôtesse de l'air, ce n'est pas le fonctionnement d'Air France. C'est globalement un pays qui doit se réveiller et comprendre que s'il veut sauver... Et donc ce n'est pas les pilotes non plus, quand vous dites que ce n'est pas le fonctionnement d'Air France, ce n'est pas les pilotes non plus. Par contre, il y a un sujet, et là je suis très clair dessus. Il y a trop de syndicats en France qui font du blocage. Des syndicats qui ne représentent plus qu'eux-mêmes et qui sont hostiles à toute forme de changement. Et ça paralyse notre pays. Alors ça veut dire quoi? Pour Air France, il faut faire quoi? Ne pas tenir compte des syndicats? Ça veut dire que pour moi, celle avec laquelle il faut dialoguer, c'est l'hôtesse de l'air.
Celle avec, il faut échanger directement. Comment vous faites? Il y a une solution. Parce que si vous prenez tous les salariés d'Air France, il va falloir beaucoup d'heures de La discussion. solution, c'est de passer par des référendums directement. Et ça n'est pas une solution utopique. Dans ma région Rhône-Alpes-Auvergne, par exemple, Michelin avait une difficulté sur un site qui était son site de production à Roanne. Ils ont échangé avec les salariés. Ils ont été capables de sortir un accord exemplaire qui permet à la fois à l'entreprise et aux salariés de reprendre de la compétitivité, de refaire des investissements et de sauver l'emploi. Pour moi, la voie d'avenir, ce n'est pas les échanges de jeux de rôle avec des syndicats qui bloquent tout, c'est être capable aussi d'aller parler directement aux salariés. Alors chez Michelin, ça a permis de sauver des emplois, vous dites, mais il y a eu aussi des référendums où on a demandé à des salariés de travailler plus, par exemple, et puis l'entreprise a fermé 2 ans après. Donc ce n'est pas forcément une garantie de résultat. Bien sûr que ce n'est pas une garantie de résultat, mais l'image qui me choque, c'est laquelle? C'est celle de l'usine Smart, où les salariés font un choix. Ils font des choix qui permettent de redonner de la chance à leur emploi. Derrière, les syndicats sont contre, et c'est les syndicats qui bloquent malgré les salariés. Ça, pour moi, c'est plus possible. Mais quand, par exemple, à la Redoute, il n'y a pas assez de volontaires pour travailler la nuit et que la direction propose de tirer au sort ceux qui vont travailler la nuit, c'est pas forcément mieux. Eh bien, c'est pas mieux, ça. Et ça ne me va pas, parce que tirer au sort, c'est pas dialoguer. Ce qui me convient, c'est quand les salariés font un choix et que ce choix est respecté. Laurent Wauquiez, on va parler de vous maintenant. Vous êtes engagé dans une campagne électorale pour les élections régionales en Rhône-Alpes-Auvergne, une région, je disais, redécoupée, où il y a un enjeu, parce que c'est très serré, hein, d'après les sondages. On va revenir sur votre parcours d'homme pressé, et vous allez le voir. Le jeune loup de la politique à l'éternel parka rouge, le député maire du Puy-en-Velay est surtout un homme ambitieux et pressé. À 29 ans, Laurent Wauquiez est le Benjamin de l'Assemblée nationale. Énarque, spontané et député. J'aime bien revenir ici et me dire, moi je vais lire ma presse locale tranquillement dans mon petit coin pour pas oublier ma Haute-Loire. Laurent Wauquiez au Puy-en-Velay. Il veut rendre à la droite une mairie conquise par les socialistes en 2001, avec une obsession, tout contrôler, surtout son image. J'aime pas être comme ça chez moi quand je suis au marché avec une caméra à côté de moi. Voilà. Monsieur Laurent Wauquiez, secrétaire d'État auprès du Premier ministre. Avec son physique de jeune premier, c'est donc Laurent Wauquiez, 35 ans, qui sera porte-parole du gouvernement. Avec son mouvement, la droite sociale, il incarne une aile droite clivante. Cette question de la différence entre le travail et l'assistanat est aujourd'hui un des vrais cancers de la société française. Mais le mot cancer de la société, vous le regrettez pas un peu? Je me suis exprimé dessus et j'ai dit que je le regrettais si jamais notamment il avait pu stigmatiser les gens qui avaient cette maladie. Pour peaufiner sa liste régionale, un accord avec les centristes. Laurent Wauquiez est un homme qui sait se donner les moyens d'arriver à son but. Les gens veulent que ça bouge, ils en ont assez de ce qu'était un peu la gestion socialiste de ce département. La droite s'est choisi un candidat, que ce candidat c'est le candidat de la droite extrême, qui dit qu'il est prêt à accepter les voix du Front National. Début d'une longue marche, 4 mois de campagne attendent le candidat. C'est un peu un chemin de croix cette rentrée politique. Ah non, au contraire, c'est une ascension paisible. Regardez un peu ça. C'est extraordinaire. Vous avez vu le soleil? Si on vous dit Laurent Wauquiez pour la droite. Ça me dit quelque chose, mais sans plus. C'est un parti républicain, voilà, et jeune, un homme d'avenir. La réputation, il s'est catalogué en étant un peu plus à droite qu'avant pour exister. Laurent Wauquiez, plus à droite que les autres à droite. D'abord, la première chose, c'est que je pense que la politique française meurt de gens qui ne pensent rien, ne disent rien et en font encore moins. Donc oui, j'assume mes idées. J'ai des convictions, je suis pour le travail, je suis contre l'assistanat. Je défends les classes moyennes et les familles modestes. Mais la frontière étanche entre le Front National et la droite, pour vous, elle est claire et nette. Bien sûr, c'est une évidence. Et pour moi, il n'y a aucune ambiguïté dessus. Parce que quand Jean-Jacques Kéran vous attaque là-dessus en disant les Républicains ont choisi un représentant de l'extrême droite pour les régionales en Rhône-Alpes-Auvergne. Vous savez, c'est tellement plus facile de caricaturer les autres que d'assumer son bilan. Pourquoi, par exemple, Jean-Jacques Kéran n'explique pas pourquoi est-ce qu'il a augmenté de 25% les impôts ou pourquoi est-ce qu'il a construit un palais de région à Lyon à 170 millions d'euros. Ça, ce serait intéressant. J'aime pas cette façon de faire de la politique où on attaque plutôt que d'expliquer ce qu'on veut faire. Et puis, il y a une deuxième chose qui me caractérise, c'est que moi, je crois au terrain. Je suis maire du Puy-en-Velay, on peut me juger sur mes actes, pas que sur mes discours. Je suis contre la dépense publique, ça fait 3 ans que je baisse les impôts dans ma ville. Je suis pour le social par le travail, j'ai mis en place des chantiers d'insertion dans ma ville par le travail. Et c'est ce que je veux faire dans ma région, renouveler la politique à partir du terrain. Alors, on verra ce que les électeurs en diront. Oui. C'est dans 2 mois maintenant. 2 mois. Tout juste, tout juste.
En tout cas, depuis une semaine, ce sont les propos de Nadine Morano sur la France, pays de race blanche, qui empoisonne les Républicains. On a assisté à des scènes de ménage. Nadine Morano n'a pas voulu s'excuser. Elle l'a fait devant les Français, d'ailleurs, hein, sur un plateau concurrent. Michel Dumoré, chef du service politique de France 3, nous rejoint. Bonjour Michel. Bonjour Francis. Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour Michel Vous Dumoré. faites toujours partie des cadras de la droite. Des cadras Ça de se la dégrade droite. chaque jour. Ça se Chaque dégrade, jour, je non, prends un quand peu on regarde d'année. les images, finalement, vous n'avez pas beaucoup changé. Alors, à côté de Nathalie Kosciusko-Morizet, à côté de Bruno Le Maire, vous voulez incarner le renouveau. Est-ce que ça passe par 2017 pour vous, le renouveau, Laurent Wauquiez? Non, je l'ai dit. Pour moi, le renouveau de la politique passera par le terrain. Je pense que les Français supportent plus les politiques qui font des grands discours à Paris, mais qui sont incapables de faire leurs preuves sur le terrain. Vous connaissez mes convictions. Ce que je souhaite, c'est montrer qu'on peut les mettre en œuvre à l'échelle d'une région et que ça peut permettre d'aller mieux, de redonner un peu d'espoir. 2017, c'est donc trop tôt. On joue sur le coup d'après. Mettez-vous juste 2 secondes à la place de ceux qui nous regardent. Ils ont un problème de pouvoir d'achat. Vous avez des retraités qui s'en sortent plus. On a des difficultés d'emploi. L'inquiétude sur le terrorisme et le communautarisme. Et moi, je viendrais gentiment vous dire, moi j'ai un plan, c'est 2022. Non, juste par ambition, parce que vous êtes quelqu'un d'ambitieux. Oui, j'ai de l'ambition. Et j'essaye de faire en sorte que cette ambition, elle ne soit pas uniquement pour moi, mais aussi pour les responsabilités qu'on me fait. J'ai été maire du Puy, je m'occupe de ma ville et j'ai essayé d'avoir de l'ambition pour ma ville. Alors, on va je parler veux m'occuper de ma région et je vais avoir de l'ambition pour ma région. Francis parlait tout à l'heure de Nadine Morano, c'est vrai que c'est le feuilleton de la semaine. Nicolas Sarkozy a donc tranché, il a sanctionné Nadine Morano. Vous avez voté pour sa destitution. Je voulais savoir, est-ce que c'est par logique de parti ou par conviction, votre choix? La France a des racines, mais ce n'est pas une race. Et plus nos convictions sont fortes, plus on doit les défendre avec détermination, mais sans caricature, parce que sinon on les affaiblit. C'est ce qu'elle a essayé de faire, hein. C'est ce qu'elle dit en tout cas. C'est comme ça qu'elle se justifie. Quand Nadine Morano utilise le terme de race, elle utilise beaucoup de maladresse, trop de maladresse. Et au total, elle affaiblit nos convictions. Quand je dis que la France a des racines, ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a une culture, une identité, un mode de vie. Comment vous la définissez? Judéo-chrétienne? Judéo-chrétienne, mais aussi l'héritage de 1789, l'héritage de la philosophie des Lumières. Et donc, ces racines, cette identité, ce mode de vie, je veux à la fois qu'on le défende, qu'on le transmette à nos enfants, qu'on s'assure aussi que les étrangers qui viennent dans notre pays adhèrent aux valeurs de la République et font leur ce mode de vie au lieu de le contester avec le communautarisme. Et ce que je veux dire à ceux qui nous écoutent, c'est que ça n'est pas parce qu'on a sanctionné Nadine Morano pour sa très grande maladresse qu'on ne défendra pas nos convictions avec conviction. Pourtant, et je certains de vos défendrai électeurs... cette idée que la France a des racines, parce que ça doit être défendu. Certains de vos électeurs ne sont pas du tout d'accord avec vous sur le terrain. Il y en a de plus en plus qui disent qu'ils vont aller voter Front National parce qu'ils ne comprennent pas la sanction, justement, voter contre Nadine Morano. Vous comprenez vos électeurs qui vont et qui sont tentés par le vote du Front National aujourd'hui? C'est pour ça que je le dis très clairement. C'est précisément parce qu'on a des convictions fortes qu'on doit les exprimer sans caricature. Je vais m'appliquer à moi-même ce que je vous dis. Vous l'avez repris. À un moment, j'ai dénoncé l'assistanat. Et je l'ai fait en disant, je dénonce le cancer de l'assistanat. Quand j'ai utilisé cette expression, elle était maladroite. Et elle a affaibli mes idées à l'arrivée. Parce que tout un certain nombre de personnes ont préféré faire un commentaire sur le terme cancer plutôt que sur la question du rapport et de l'équilibre entre le travail et l'assistanat. Au fond, cette leçon-là, on doit vraiment la comprendre. Il est important d'exprimer nos convictions clairement, avec détermination, mais sans caricature ni agressivité. Ça va pas très bien chez les Républicains quand même. On voit qu'avec cette histoire, finalement, de Nadine Morano, qu'il y a beaucoup de tensions encore. Est-ce qu'il y a un risque d'implosion? C'est certains de vos amis qui le disent, des parlementaires qui disent que ça va mal chez les Républicains. Non, j'ai aucune crainte là-dessus. Nicolas Sarkozy... Ça va laisser des traces, cette histoire, non? Je ne crois pas. Parce que Nicolas Sarkozy a fait un choix, il fallait faire un choix. Il a tranché, il y a une décision qui a été prise. Aujourd'hui, notre position est claire. Nous, on ne considère pas que la France est une race, mais ça ne va pas nous empêcher de dire que la France a des racines. Ça ne laissera pas de traces chez les Républicains? Je ne le crois pas, parce que je pense que ce qui ne laisse pas de traces, c'est quand on assume. Ce qui laisse des traces, c'est quand on esquive les problèmes. De facto, elle est hors de course pour les prochaines primaires, Nadine Morano, ou pas? Non, c'est pas le sujet. Moi, j'ai rien contre Nadine Morano. La seule chose, c'est, de grâce, pas de maladresse. Exprimez vos convictions avec sincérité. Vous ne serez pas, vous, candidat pour ces prochaines primaires? Je suis engagé dans un combat qui est extrêmement important. Pour ma région, celle où je suis né, celle où on l'a habitent compris, mes Laurent enfants. Wauquiez. Mais donc, si ne me reposez pas la question sur cette fois. Qui allez-vous soutenir alors? Pour l'instant, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est je veux réussir dans ma région, je veux défendre Rhône-Alpes-Auvergne,
Et je suis totalement impliqué là-dessus. Alors, regardez, François Baroin, lui, il a déjà choisi. Il vient de déclarer à la presse, eh bien, Nicolas Sarkozy, finalement, mérite un match retour. Il a raison de dire ça? Aujourd'hui, je vous le redis, c'est pas mon sujet. Ouais, mais c'est pas ma question. Ma question, elle est assez précise, finalement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire François Baroin? Je trouve qu'on parle beaucoup trop des primaires. D'accord. Je préfère qu'on parle des régionales. Et Nicolas Sarkozy est le premier à le dire. Pas tout à fait, parce que hier, par exemple, dans un meeting pour soutenir Valérie Pécresse, il a déjà dit la page Hollande s'est tournée, François Fillon a dit la même chose, comme si déjà les régionales étaient enjambées. Eh bien, pardon, tort. mais vous pouvez me réinterroger 20 fois, je vous ferai toujours la même réponse. Mais c'est Nicolas Sarkozy qui fait ça. La priorité, pour nous, c'est les régionales. Pourquoi? Oui, mais parce que ce que voient les Français, c'est que Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, est en train de nationaliser ce scrutin. Est-ce qu'il faut nationaliser ce scrutin et prendre, par exemple, François Hollande, comme l'a fait Nicolas Sarkozy, comme première victime, comme première cible? On va revenir sur du concret. Les Français sont exaspérés par ce que fait le Parti socialiste à Paris et ils sont exaspérés par ce qu'ils font dans les régions. Prenons des exemples. Exaspérés aussi par Nicolas Sarkozy, qui ne donne pas du tout envie aujourd'hui encore. Prenons des exemples concrets, même si Nicolas Sarkozy a l'air de vous obséder. Pas du tout. C'est votre président de parti aussi. Bien sûr, et je le défends. Parce que je considère qu'il a remis notre parti en ordre de marche. Mais je vais donner des exemples. Un exemple. Les Français en ont assez des impôts au niveau national. Dans ma région, les impôts ont augmenté de 25%. Les Français n'en peuvent plus de la dépense publique faite par le Parti socialiste. Dans ma région, on n'a que des exemples de gaspillage avec un hôtel de région qui a coûté une fortune, des véhicules de fonction partout. Oui, mais... Au niveau national, on ne voit pas le résultat. Dans ma région, par exemple, le taux de chômage a été la plus forte augmentation cette année des régions. Ce que je veux, c'est que nous, on propose une alternative et qu'on soit clair. Par exemple, de proposer un pacte de préférence régionale pour faire en sorte que dans nos marchés publics, on donne la priorité à nos entreprises. Donc vous dites les régionales avant la présidentielle. Exactement. La clarté, c'est aussi juste un petit mot sur le Front National. Est-ce que vous êtes partisan finalement d'un retour du Front républicain pour contrer la montée du Front National? Ce sera ma dernière question. Non, clairement non. Je défends mes idées, nos convictions. Je ne suis pas un allié du Parti socialiste et je n'ai aucune compromission avec le FN. Ce que je veux que les gens se disent, ils ont tiré les leçons des échecs du passé, ils viennent avec des idées et une détermination à l'appliquer sur le terrain. Merci à vous d'avoir posé cette dernière question en effet. Merci à vous. On en parle. Et de quoi parle-t-on? De la France engagée dans la lutte contre le djihadisme en Syrie et en Irak. On va parler de la Syrie avec des frappes en Syrie de la France, mais la Russie aussi, elle frappe beaucoup. Vladimir Poutine, qui lui frappe 2 fois plus, 20 fois plus, 10 fois plus. Dans ce contexte-là, quelle est la place de la France vraiment? Est-ce que la France est à la hauteur de la situation? Aujourd'hui, non. Et demain, c'est indispensable qu'on le soit. On a un seul ennemi, c'est Daesh. Il y a une seule puissance en Syrie qui attaque la France, c'est Daesh. Et pourquoi vous dites que la France n'est pas à la hauteur? Parce que pour l'instant, je considère que le niveau d'intensification des frappes aériennes n'est pas suffisante. Et surtout, ce que je considère... Mais est-ce qu'on en a les moyens? Regardez ce qu'on a fait quand on est capable de s'allier. Si jamais la France s'allie avec vraiment l'ensemble des armées européennes, si on fait un travail commun avec les États-Unis, si on s'entend avec la Russie pour exterminer Daesh en Syrie, alors on peut réussir. On n'a pas le droit de laisser ce foyer de terrorisme s'implanter durablement en Syrie, parce qu'en Syrie, il y a une seule puissance qui nous frappe en France, c'est Daesh. Oui, mais vous dites si on s'entend avec la Russie, parce que c'est toujours le problème de la Russie. Alors Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il allait se rendre à Moscou d'ici la fin du mois pour rencontrer Vladimir Poutine. Et puis vous avez vu que la position de la France, c'est plutôt de regarder Vladimir Poutine de loin. Est-ce que c'est le bon moment que Nicolas Sarkozy aille à Moscou? Je le redis, dans la vie, il faut choisir ses priorités. Vladimir Poutine, c'est pas ce que je préfère dans la vie. Bachar el-Assad, c'est quelqu'un que je n'aime pas et dont je ne partage évidemment aucune des approches. Mais mon ennemi en Syrie, c'est Daesh. Plus que Vladimir Poutine, évidemment. Plus que Vladimir Poutine, évidemment. Mais est-ce que quand Nicolas Sarkozy se propose d'aller voir Vladimir Poutine, il ne fait pas de la diplomatie parallèle? Ce qui montre surtout, c'est ce que devrait être une diplomatie cohérente et forte de la France. Et une diplomatie cohérente et forte de la France, c'est de mettre la Russie avec nous, c'est de mettre les États-Unis avec nous, c'est de former une coalition de pays arabes qui déploieraient des troupes au sol et d'enfin, une bonne fois pour toutes, mettre une fin à Daesh en Syrie. C'est ça notre priorité. Il faut choisir ses priorités. Je voudrais qu'on termine par une image, c'est celle de Michel Platini, qui a été suspendu des instances de la FIFA parce qu'il aurait touché une grosse enveloppe d'argent, 1,8 million d'euros. Il a été présenté comme le futur patron du football français. Est-ce qu'il peut se relever de ça? Vous savez, pour moi, d'abord, Michel Platini, c'est le joueur des Verts. Saint-Étienne. C'est le joueur de l'AS Saint-Étienne. Et donc, laissons-lui sa chance, qu'il se défende et qu'il prouve son innocence. Bon, on verra. Merci Laurent Wauquiez d'avoir accepté notre invitation pour le 12-13 dimanche. À retrouver sur France TV Info et sur Twitter. Catherine Matoche pour l'actualité de la mi-journée.
Bonjour Catherine. Bonjour Francis, Laurent Wauquiez. L'attentat qui a fait au moins 95 morts et 246 blessés à Ankara n'a toujours pas été revendiqué. C'est un jour de deuil en Turquie qui vient de vivre l'attentat le plus meurtrier de son histoire. Nora Boubetra. Ils se sont donné rendez-vous sur l'esplanade de la gare centrale, à l'endroit même où hier la vie s'est arrêtée net pour des manifestants venus réclamer la paix. Ils sont là des milliers, venus rendre hommage aux victimes du double attentat kamikaze au bilan terrifiant. Au moins 95 morts et près de 300 blessés. Dans la foule, il y a là des mères de famille, mais aussi des responsables de partis de gauche et du mouvement pro-kurde, Parti démocratique des peuples, à l'origine du rassemblement d'hier. Ils sont en colère et ils le crient. Erdogan meurtrier, gouvernement démission. Comme hier, les dirigeants sont directement mis en cause après l'attaque. Si un kamikaze peut se faire sauter dans le centre-ville de la capitale, alors le gouvernement est responsable. Surtout si cela a lieu près de bâtiments officiels et de services de renseignement. Toute la nuit, les proches des victimes ont attendu avec anxiété devant les hôpitaux. Une femme vient d'apprendre pour sa fille. Que vais-je dire à sa grand-mère? Ma petite Godza est partie. 48 personnes sont toujours dans un état critique. Quant aux disparus, ils sont en cours d'identification à l'Institut médico-légal où des familles endeuillées attendent patiemment. Les drapeaux sont en berne. Un deuil national de 3 jours pour le pire attentat jamais commis en Turquie. Ce matin, les autorités maintiennent la date des élections législatives. Elles auront bien lieu le 1er novembre prochain, comme prévu. En direct d'Ankara, Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Au lendemain de l'attentat, l'enquête a-t-elle progressé ? Eh bien écoutez, l'enquête se poursuit et pour le moment, on ne dispose que de très peu d'éléments. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on rentre dans une phase où finalement les différents partis politiques commencent à s'accuser les uns des autres de la responsabilité de cette double attaque. Et hier, c'est le Premier ministre turc, Ahmet Davutoglu, qui s'est exprimé et qui, lui, de son côté, a évoqué 3 pistes possibles. Alors la première, selon lui, c'est celle de l'État islamique. La seconde, celle des militants kurdes du PKK. Une piste qui paraît peu crédible ici puisque, rappelons-le, beaucoup des victimes de cette double attaque sont justement des Kurdes. Enfin, troisième piste évoquée par le Premier ministre turc, celle de l'extrême gauche turque. Alors de leur côté, les opposants au gouvernement évoquent eux une 4e piste possible. Ce serait une manipulation, selon eux, une manipulation du président Erdogan à 3 semaines des élections législatives qui doivent se tenir le 1er novembre prochain. Selon ces opposants, cela pourrait être une conspiration du gouvernement pour rester au pouvoir. Merci beaucoup Constance d'avoir été en direct avec nous d'Ankara. Sachez aussi qu'en France, plusieurs rassemblements ont eu lieu pour rendre hommage aux victimes de l'attentat à Paris, Strasbourg, Bordeaux, mais aussi à Marseille où vit une importante communauté kurde. Des centaines de personnes ont ainsi descendu hier la Canebière en scandant Erdogan assassin. De nouveaux rassemblements sont prévus aujourd'hui. Dans l'actualité aussi, l'escalade des violences au Proche-Orient jugée ce matin par l'Elysée extrêmement préoccupante et dangereuse. Dans la bande de Gaza, une femme enceinte et sa fille de 2 ans ont été tuées ce matin dans un raid israélien. Par ailleurs, la police israélienne affirme avoir déjoué un attentat à la bombe près de Jérusalem. Une kamikaze a été grièvement blessée. Et puis en Afghanistan, en plein centre-ville de Kaboul, la capitale, un kamikaze taliban s'est fait exploser au passage d'un convoi de l'OTAN. On ignore toujours à cette heure le bilan des victimes. En France, ce terrible accident d'ascenseur survenu hier soir dans un immeuble du quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. Un enfant qui jouait avec sa trottinette s'est retrouvé coincé dans cet ascenseur dans des circonstances qui ne sont toujours pas éclaircies. Le petit garçon de 7 ans est décédé. Nous revenons sur cette affaire de Mulhouse. 3 ans après sa disparition, un enfant a été retrouvé dans un logement insalubre. Il était séquestré par son père qui rejette aujourd'hui toutes les accusations portées contre lui. Cet homme a été mis en examen et écroué. Nathalie Pérez. Le père de l'enfant a passé sa première nuit en prison, accusé d'avoir séquestré son petit garçon depuis octobre 2012. Hier soir, son avocat a fait savoir qu'il contestait tout enlèvement, toute maltraitance et qu'il ignorait que son fils était recherché. L'enfant naît d'une mort dans un état déplorable, contrairement à ce que vous relayez comme information. Il est âgé de près de 9 ans et il n'a pas de problème de santé.
Il n'était pas scolarisé et c'est son père qui s'en chargeait. Mon client a toujours travaillé de façon officielle et avait un logement. Pourtant, les faits qui sont reprochés à ce père sont graves. L'enfant vivait reclus derrière ses murs, dans un appartement insalubre, enfermé toute la journée avec un téléviseur pour seule compagnie. Les enquêteurs l'ont retrouvé en état de prostration. L'enfant qui n'était ni scolarisé, ni suivi médicalement, et qui donc subissait de très graves carences éducatives et pour sa santé, eh bien, était laissé quasiment toute la journée livré à lui-même. Il sortait très peu. Son père lui avait appris à parler doucement pour pas qu'on l'entende et ne pas donc alerter les voisins. L'enfant a été placé dans une famille d'accueil, le temps de recevoir des soins et une aide psychologique afin qu'il puisse peu à peu retisser des liens avec sa mère, dont il a été privé durant près de 3 ans. Vous voyez ces images, 600 croix blanches se dressent depuis ce matin sur le parvis de la basilique de Sainte-Anne-de-Ré dans le Morbihan. 600 croix pour rendre hommage aux 600 agriculteurs qui se suscitent chaque année, la profession la plus touchée. Au lendemain de la mort sur un sentier de randonnée d'un promeneur tué accidentellement par un chasseur, le débat est relancé. Faut-il que durant le week-end, une journée de non-chasse soit décrétée? En Isère, Fabrice Cagnin, Xavier Schmitt et Yves-Marie Clos. C'est sur ce sentier très fréquenté par les randonneurs que la victime a trouvé la mort. Le jeune homme, âgé de 20 ans, originaire du Gard, se promenait hier avec un ami quand il a été touché au thorax. Malgré la présence rapide des secours, il n'a pas pu être réanimé. Le sexagénaire, auteur présumé du coup de feu, est originaire de Revel, petite commune de l'Isère, nichée au cœur du massif de Beldonne. Un village sous le choc depuis ce dramatique accident. La chasse est un droit, mais la promenade aussi et la vie aussi. Enfin, c'est terrible peut-être ce que je suis en train de dire, mais ça pose effectivement la cohabitation de ces 2 types d'activités. Je ne sais pas comment on va régler ça. Il existe bien un jour de semaine où les chasseurs n'ont pas le droit de tirer. Il a été fixé un vendredi. Maintenant, ils ont le droit. Le mercredi, le samedi et le dimanche. Voilà. Donc c'est pas tout à fait logique. Ce matin, ce restaurateur aubergiste installé à proximité du lieu du drame a bien du mal à comprendre. Dans l'intérêt des promeneurs, dans l'intérêt de tout le monde, il faudrait qu'on ait un accord, une réglementation pour que les week-ends, on fasse des choix. Et est-ce que la priorité, ce n'est pas de permettre aux gens de monter? D'autant plus que, quand même, parmi les chasseurs, on a quand même pas mal de personnes qui ont un peu de temps en semaine. Pour quelle raison ce jour de non-chasse a été instauré le vendredi et non pas le week-end? Tout simplement parce que les chasseurs sont soumis à l'obligation réglementaire de pouvoir prélever tous ces grands animaux qui commettent des dégâts pour maintenir un équilibre naturel. La chose est ainsi dite. Et à partir de là, il faut que les gens puissent chasser le week-end. En Isère, les chasseurs doivent impérativement tuer en moyenne 5000 sangliers et 6000 chevreuils, sous peine de devoir payer des indemnités pour les dégâts occasionnés par le gros gibier. Et j'ajoute que ce week-end aussi, un autre accident de chasse s'est produit en Ariège. Un chasseur de 56 ans a été tué au cours d'une battue au sanglier. Dans l'actualité sportive, il y a bien sûr la Coupe du Monde de rugby et ce rendez-vous que le 15 de France ne doit pas rater face à l'Irlande. Ce match en fin d'après-midi sera décisif sur la suite des événements. Jean-Sébastien Fernandez sur place à Cardiff. Il y a déjà beaucoup de supporters. Eh bien, ils sont très nombreux sur place à avoir fait le déplacement au Pays de Galles. Et c'est vrai que ce soir, la France aura besoin de tous ses supporters pour pousser derrière elle contre l'Irlande. Alors regardez, les Bleus, ils sont déjà là, les supporters bleus, dans les rues de Cardiff. On les voit ici. Ce soir, ils seront à peu près 15-20 000 dans le Millennium Stadium. En attendant, ils mettent l'ambiance. Ils boivent aussi quelques pintes de bière. Les voici avec surtout modération, Catherine, vous l'aurez compris. Mais ils sont là, les Français. Alors l'objectif est simple, gagner contre l'Irlande pour éviter les All Blacks en quart de finale. Exactement. Et quel test, ce France-Irlande, c'est tout simplement la tête du groupe D ce soir. Et puis ce sera dur, très dur. Pourquoi ? C'est parce que ça fait tout simplement 4 ans, Catherine, que les Bleus n'ont pas battu les Irlandais. Alors regardez, le match, il se jouera donc ici, dans ce Millennium Stadium où les Français étaient réunis dès hier après-midi pour la traditionnelle mise en place du capitaine. Alors, s'ils gagnent, les Bleus, vous l'avez dit, joueront contre l'Argentine en quart de finale. S'ils perdent, en revanche, ce sera les All Blacks en quart de finale. Ce sera beaucoup plus dur. Vous voyez l'enjeu. Alors, voici la composition de ce 15 de France. Aucune surprise. C'est l'équipe type avec le retour de Picamol et Nakaïtassi. Et puis, vous voyez également que Chouli et Tilous Bord seront également présents ce soir. C'est le moins que l'on puisse dire. Les deux équipes se craignent. Ouais, il y a beaucoup de respect entre ces deux équipes. Les Bleus, ils cherchent quoi ce soir? Ils vont tout simplement chercher à se rassurer, à emmagasiner de la confiance pour la suite de la compétition. On écoute tout de suite Thierry Dussautoir, c'est le capitaine du 15 de France. Ce sera un match très costaud. On
On sait que l'équipe d'Irlande est présentée depuis un certain temps comme favori de la compétition aussi. Donc il faudra aussi relever ce défi-là qui est assez important. Direction Cardiff maintenant, où nous attend notre envoyé spécial, Jean Abeyou. Bonjour. On le voit, Jean. Bonjour Jean. Alors ça y est, on y est. Une chose est sûre ce soir, Jean, on va être fixé sur le potentiel de cette équipe de France. Oui, Jean-Sébastien, effectivement, certes, c'est un test référence, je dirais, pour cette équipe de France, certes déjà qualifiée, certes 3 fois victorieuse dans ce mondial, mais sans faire injure à l'Italie, au Canada et à la Roumanie, ce n'étaient pas des adversaires de premier ordre, je dirais. C'est aussi dans un test de référence pour des Bleus qui n'ont pas accroché un seul grand chelem, ni même terminé en tête du tournoi depuis 4 ans, ça tombe bien. L'adversaire cet après-midi, l'Irlande, est considéré comme la meilleure équipe d'Europe, justement vu ses résultats dans les 6 nations ces 2 dernières saisons. Les Français dont au révélateur irlandais, vous l'avez dit, pour terminer premier du groupe et donc éviter les fameux All Blacks de Nouvelle-Zélande en quart de finale et plutôt rencontrer l'Argentine. On sera donc, oui, on sera fixé cet après-midi, on saura si les coqs sont capables de manger du trèfle ici à Cardiff. Merci à tous les deux, évidemment. On vous retrouve ce soir dans ce 19-20, juste après le match. On sera avec vous. Ce soir. Avant de parler de la météo, notre page découverte du dimanche nous emmène dans un parc animalier des Landes qui ouvre exceptionnellement ses portes la nuit pour assister au brame du cerf. Un reportage d'Élise Galland et Didier Bonnet. Le cri semble venu d'un autre temps. Le brame du cerf résonne dans la forêt pendant presque un mois à l'automne, période de ses amours. Il brame sa détresse amoureuse à l'attention des biches. Les biches, elles ne sont en chaleur que par période de 18 heures. C'est elles qui décident du moment où elles acceptent le mâle. 18 heures et ça revient toutes les 3 semaines. Et donc, lui, il est vraiment en attente. Et le brame, il les implore quelque part de bien vouloir le satisfaire. Aucun danger ici dans ce moulin landais transformé en parc animalier pour écouter au plus près ce son rauque poussé de jour comme de nuit. L'élevage compte une vingtaine de cerfs et biches. Sa visite s'installe dans le temps, autour d'un feu de camp, l'occasion de découvrir et déguster toutes les qualités des cervidés. Ça vient de nos cerfs, enfin ceux qu'on retire du groupe, qu'on ne garde pas, parce qu'en fait il y a les problèmes de consanguinité si on garde trop d'animaux, mais le principal c'est pas de manger les cerfs qu'on a chez nous. Vite, une assiette. La lune levée, retour au pâturage. Les clôtures disparaissent dans la nuit, seuls des yeux scintillent. Le bassin fait miroir et la faible lumière des torches laisse apparaître un cerf blanc. Cette pigmentation fait la rareté de cet animal aux multiples légendes. Saint-Hubert, qui est le saint patron des chasseurs, se serait arrêté de chasser en voyant dans les bois d'un cerf blanc une apparition du Christ. Il y a aussi ce nom à Bordeaux. À ce nom, l'emblème, c'est la biche blanche, parce qu'une légende dit que Charlemagne, revenant d'Espagne, a pu traverser la Garonne à gué en suivant les traces d'une biche blanche. Il y a des jolies images, je dirais pas un peu de poésie, mais presque. C'est complètement magique. Voilà, moi c'était la première fois pour moi, et là c'est impressionnant quoi. Après un ultime passage pour rassembler ses femelles, le cerf blanc s'éloigne avec sa harde. Son brame retentira encore quelques jours dans la forêt. Pour terminer, quelle belle journée, hein, Didier. Beau soleil, même sur l'île de Noirmoutier, avec un petit peu de fraîcheur quand même. Mais bon, il fait beau vraiment sur toute la France, regardez ça. Mais attention au coup de fraîcheur pour le milieu de semaine, pour mercredi, on va perdre 5-6 degrés. Enfin bon, vraiment très froid, du froid qui arrive de Russie. Alors pour cet après-midi, c'est du beau soleil, avec quelques petits nuages quand même sur la région du centre jusqu'à l'Alsace et le Jura. Pour demain matin, eh bien là, on a les premières averses qui arrivent sur les Pyrénées, qui vont s'étendre en direction de la Côte d'Azur et de la Corse. Et puis des averses à caractère orageux, notamment dans la nuit de lundi à mardi, donc sur le golfe du Lion, sur le Languedoc et les Cévennes. Et après, du soleil et toujours fraîcheur du soleil au nord, vous le voyez pour mardi, avec quand même ces averses à caractère orageux, bien sur le pourtour méditerranéen. On attend même un cumul dans la nuit de lundi à mardi de 50 à 80 mm. Prudence. Et pour mercredi, ce sera beaucoup plus calme. Bon, on retient la leçon, armez-vous contre le froid qui vient de Russie. On se retrouve ce soir pour le 19-20. Passez un bon dimanche après-midi.